Cependant la pluie tombait à flots. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselants sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquaient. Et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégoûtants de pluie. La nudité eût été meilleure. Un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il s'écria, en s'essuyant avec sa chemise mouillée, que cela n'était pas dans le programme, puis se prit à rire en montrant le poing au ciel. Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de 20 ou 30 à l'autre coin du préau, où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes chaînes coupées transversalement de deux en deux pieds par d'autres chaînes plus courtes, à l'extrémité desquelles se rattache un carcan carré qui s'ouvre au moyen d'une charnière pratiquée à l'un des angles et se ferme à l'angle opposé par un boulon de fer rivé pour tout le voyage sur le cou du galérien. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d'un poisson. On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers, puis 2 forgerons de la Chiourme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau asséné sur l'enclume appuyée à leur dos fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes et par intervalles un cri et le bruit sourd du bâton des gardes-chiourmes sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent, les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leur cadre de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers, après la visite des geôliers, le ferrage, 3 actes à ce spectacle. Un rayon de soleil reparut. On eût dit qu'il mettait le feu à tous ces cerveaux. Les forçats se levèrent à la fois, comme par un mouvement convulsif. Les 5 cordons se rattachèrent par les mains, et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson du bagne, une romance d'argot, sur un air tantôt plaintif, tantôt furieux et gai. On entendait par intervalles des cris grêles, des éclats de rire déchirés et haletants se mêler aux mystérieuses paroles, puis des acclamations furibondes. Et les chaînes qui s'entrechoquaient en cadence servaient d'orchestre à ce chant plus rauque que leur bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la vaudrais ni meilleure ni pire. On apporta dans le préau un large baquet, les gardes-chiourmes rompirent la danse des forçats à coups de bâton, et les conduisirent à ce baquet dans lequel on voyait nager je ne sais quelle herbe dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis, se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et leur rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombée, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. « Le condamné, le condamné !» crièrent-ils tous en me montrant du doigt, et les explosions de joie redoublèrent. Je restai pétrifiée. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnue. « Bonjour, bonsoir !» me crièrent-ils avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux, il sera rogné. Adieu, camarades !» Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade en effet, la Grève et sœur de Toulon. J'étais même placée plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur, je frissonnais. Oui, leur camarade, et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. J'étais demeurée à la fenêtre, immobile, perclue, paralysée. Mais quand je vis les 5 cordons s'avancer, se ruer vers moi avec des paroles d'une infernale cordialité, quand j'entendis le tumultueux fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas au pied du mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Je poussai un cri, je me jetai sur la porte d'une violence à la briser. Mais pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors.
Je heurtai, j'appelai avec rage, puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix des forçats. Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussai un second cri d'angoisse et je tombai évanoui. Quand je revins à moi, il était nuit. J'étais couché dans un grabat. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats alignés des deux côtés du mien. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. Je restai quelques instants éveillé, mais sans pensée et sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit. Certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fit reculer de dégoût et de pitié, mais je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes au toucher, la couverture maigre et trouée. On sentait la paillasse à travers le matelas. Qu'importe, mes membres pouvaient se déroidir, à l'aise, entre ces draps grossiers sous cette couverture. Si mince qu'elle fût, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des os dont j'avais pris l'habitude. Je me rendormis. Un grand bruit me réveilla. Il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors. Mon lit était à côté de la fenêtre. Je me levai sur mon séant pour voir ce que c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde. 2 haies de vétérans avaient peine à maintenir libre, au milieu de cette foule, un étroit chemin qui traversait la cour. Entre ce double rang de soldats cheminaient lentement, cahotés, à chaque pavé, 5 longues charrettes chargées d'hommes. C'étaient les forçats qui partaient. Ces charrettes étaient découvertes. Chaque cordon en occupait une. Les forçats étaient assis de côté sur chacun des bords, adossés les uns aux autres, séparés par la chaîne commune qui se développait dans la longueur du chariot et sur l'extrémité de laquelle un argousin debout, fusil chargé, tenait le pied. On entendait bruire leurs fers et à chaque secousse de la voiture, on voyait sauter leurs têtes et ballotter leurs jambes pendantes. Une pluie fine et pénétrante glaçait l'air et collait sur leurs genoux leurs pantalons de toile, de gris devenus noirs. Leurs longues barbes, leurs cheveux courts ruisselaient, leurs visages étaient violets. On les voyait grelotter et leurs dents grinçaient de rage et de froid. Du reste, pas de mouvement possible. Une fois arrivé à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout hideux qu'on appelle le cordon et qui se meut comme un seul homme. L'intelligence doit abdiquer. Le carcan du bagne la condamne à mort. Et quant à l'animal lui-même, il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à heure fixe. Ainsi immobiles, la plupart demi-nus, tête découverte et pieds pendants, ils commençaient leur voyage de 25 jours, chargés sur les mêmes charrettes, vêtus des mêmes vêtements pour le soleil à plomb de juillet et pour les froids de pluie de novembre. On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leur office de bourreau. Il s'était établi entre la foule et les charrettes je ne sais quel horrible dialogue. Injures d'un côté, bravade de l'autre, imprécations des deux parts, mais à un signe du capitaine, je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules et sur les têtes, et tout rentra dans cette espèce de calme extérieur qu'on appelle l'ordre. Mais les yeux étaient pleins de vengeance, et les poings des misérables se crispaient sur leurs genoux. Les 5 charrettes, escortées de gendarmes à cheval et d'argousins à pied, disparurent successivement sous la haute porte cintrée de Bicêtre. Une 6e les suivit dans laquelle ballottaient pêle-mêle les chaudières, les gamelles de cuivre et les chaînes de rechange. Quelques gardes chiourmes qui s'étaient attardés à la cantine sortirent en courant pour rejoindre leur escouade. La foule s'écoula. Tout ce spectacle s'évanouit comme une fantasmagorie. On entendit s'affaiblir par degrés dans l'air le bruit lourd des roues et des pieds des chevaux sur la route pavée de Fontainebleau, le claquement des fouets, le cliquetis des chaînes et les hurlements du peuple qui souhaitait malheur au voyage des galériens. Et c'est là pour eux le commencement. Que me disait-il donc l'avocat? Les galères? Ah, oui, plutôt 1000 fois la mort, plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer. Plutôt livrer mon cou au couteau de guillotin qu'au carcan de la chiourme. Les galères, juste ciel. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade, en effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou.
c'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort. On eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une fièvre, mais non, d'une sentence de mort. Et pourtant, cela leur serait si facile. Une porte ouverte. Qu'est-ce que cela leur ferait? Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle, les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que... Non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment, il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire, Bicêtre, la conciergerie, la grève. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre au soleil. Il avait reparu, ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée m'en laissaient. J'étais là, ma tête pesante et embrassée dans mes 2 mains, qui en avaient plus qu'elles n'en pouvaient porter, mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même, comme si je n'avais plus ni os dans les membres ni muscles dans la chair. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaînes des galériens. J'éprouvais une grande lassitude de Bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment, j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix, non celle d'un oiseau, mais bien mieux, la voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de 15 ans. Je levai la tête comme en sursaut, j'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait. C'était un air lent et langoureux, une espèce de roucoulement triste et lamentable. Je ne saurais dire combien fut amer mon désappointement. Je n'en ai pas entendu et n'aurais pu en entendre davantage. Le sens à demi compris, à demi caché de cette horrible complainte, cette lutte du brigand avec le guet, ce voleur qu'il rencontre et qu'il dépêche à sa femme, cet épouvantable message « J'ai assassiné un homme et je suis arrêté. J'ai fait suer un chêne et je suis enfouraillé. » Cette femme qui court à Versailles avec un placet et cette majesté qui s'indigne et menace le coupable de lui faire danser la danse où il n'y a pas de plancher, et tout cela chanté sur l'air le plus doux et par la plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine. J'en suis resté navré, glacé, anéanti. C'était une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche. On eût dit la bave d'une limace sur une rose. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. J'étais à la fois blessé et caressé. Le patois de la caverne et du bagne, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot marié à une voix de jeune fille, gracieuse transition de la voix d'enfant à la voix de femme, tous ces mots difformes et mal faits, chantés, cadencés, perlés. Ah, qu'une prison est quelque chose d'infâme. Il y a un venin qui y salit tout. Tout s'y flétrit, même la chanson d'une fille de 15 ans. Vous y trouvez un oiseau, il a de la boue sur son aile. Vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue. Oh, si je m'évadais comme je courrais à travers champs. Non, il ne faudrait pas courir. Cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marchez lentement, tête levée, en chantant. Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessins rouges, cela déguise bien, tous les maraîchers des environs en portent. Je sais auprès d'Arcueil un fourré d'arbres à côté d'un marais, où étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. La nuit tombée, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre, et m'embarquer pour l'Angleterre. N'importe. J'arrive à Longjumeau, un gendarme passe, il me demande mon passeport. Je suis perdu. Ah, malheureux rêveur, brise donc d'abord le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort, la mort. Quand je pense que je suis venu tout enfant, ici à Bicêtre, voir le grand puits et les fous. Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli. Le jour est venu, l'horloge de la chapelle a sonné 6 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot, il a ôté sa casquette, m'a salué,
s'est excusé de me déranger et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile. Il a exprimé le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés. S'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé monsieur. C'est pour aujourd'hui. Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui ou de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre, ils ont fait leur métier, ils m'ont bien gardé, et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Ce bon geôlier avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée, c'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie. Elle me couve, elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi?